Le nationalisme algérien, une leçon d'histoire. Un mot en hommage au peuple algérien et aux martyrs de la révolution algérienne qui sont sortis un 11 décembre 1960 pour réitérer leur soutien indéfectible à la révolution algérienne et manifester leur attachement et leur détermination à la libération et à l'indépendance de l'Algérie. Mais que signifie au juste le 11 décembre 1960? Alors, il s'agit des grandes manifestations qui ont eu lieu un 11 décembre 1960 dans pratiquement toutes les villes d'Algérie, à commencer par Ain Mouchent. C'est un véritable référendum populaire qui eut lieu partout en Algérie pour répondre aux dernières manœuvres de manipulation du général de Gaulle en visite en Algérie. À l'initiative du FLN et du GPRA, alors que la question algérienne est en menu à l'ONU, et alors que les négociations sur l'indépendance d'Algérie amorcées, et alors que De Gaulle tente les dernières cartes incitatives pour récupérer l'opinion algérienne et pour miner l'éventuel projet de référendum sur l'autodétermination du peuple algérien. Alors, c'est la réponse ultime et unanime que le peuple algérien adressa à De Gaulle lors de ces manifestations populaires organisées un 11 décembre 1960. Rien d'autre, et ni plus et ni moins que l'indépendance de l'Algérie et de l'Algérie unie et intégrale. Bien entendu, les ripostes forcées et barbares des militaires et policiers de la puissance coloniale pour mater et museler les voies libres sont toujours au menu. Dans pareilles circonstances, faisons un bilan de 126 victimes parmi les manifestants, mais rien ne pouvait affecter la détermination de la résistance. Mais qu'en est-il au juste de la morale de la célébration et du souvenir? Alors, habituellement, on célèbre les événements qui font la fierté collective, mais aussi on se souvient des atrocités subies. Alors, il paraît parfois bizarre de se souvenir des atrocités et crimes barbares du colonialisme, mais hélas, c'est la seule façon de maintenir leurs souvenirs vifs dans les mémoires pour que ça ne se répète plus. Mais hélas, l'histoire se répète ces jours-ci en Palestine, avec les mêmes logiques, les mêmes buts et les mêmes procédés, et pire. La machine colonialiste enfantée par la machine impérialiste veut régner en maître sur le monde et dominer ses peuples et contrôler ses richesses, toujours avec les mêmes procédés, tantôt avec la force et les pires crimes contre l'humanité, et tantôt avec le mensonge, la division, la diversion et la manipulation. Et toujours avec le détournement, la confiscation de l'information, et tantôt en clouant les voies libres. Toujours en inversant les statuts pour qualifier la colonisation de droit et de civilisation et qualifier la résistance de terrorisme. Toujours avec les mêmes procédés criminels de bombardement intensif des villes et des villages, de décapitation, de massacres, de déportation de femmes et d'enfants et en détruisant tout au passage. Toujours en usant de la force pour museler les voies libres et laisser libre cours au crime. Mais que peut-on tirer comme enseignement du nationalisme algérien? Alors, d'une façon brève et à travers une rétrospective sommaire, nous pouvons dire que la colonisation a duré pratiquement de 1830 à 1962, soit 132 ans de colonisation par l'une des plus grandes puissances coloniales de l'époque. Alors, cette période de colonisation, on peut la diviser ou la répartir en trois périodes. Alors, la première période, allant de 1830 à 1900, que j'appelle l'ère de l'insurrection populaire. La deuxième, elle a duré pratiquement 70 ans. La deuxième, elle commence en 1900 jusqu'à 1950, qui a donc duré pratiquement 54 ans. C'est l'ère du combat politique.
Et puis vient la troisième, de 1954 à 1962, qui a duré 7 ans, qui est l'ère de la libération, de la lutte armée pour la libération nationale. Alors, en termes généraux, la première période, celle de l'insurrection populaire, c'est au moment où pratiquement toutes les grandes forces sociales, avec les leaders de toutes les communautés algériennes, se sont soulevées pour manifester leur hostilité, leur refus à la colonisation. Mais faisant face à l'un des plus grands empires coloniaux et militaires au monde, et ils ont pratiquement de leurs moyens de bord, chevaux et fusils. On compte dans cette terre quelques noms de leaders qui nous renvoient à cette glorieuse période. Bouamama, Émir Abdelkader, Cheikh al-Muqrani, Cheikh al-Haddad, etc. Pour n'en nommer que quelques-uns, et la Fatma al-Soumar. Mais en bout de ligne, ils ont été massacrés, ils ont été déportés, davantage décapités, ayant subi pratiquement toutes les horreurs de la guerre colonialiste, et surtout, la grande déportation à la Nouvelle-Calédonie qui laisse encore toutes ces séquelles sur plein de générations à l'heure actuelle. Et l'autre, qui est moins douloureuse, c'est la déportation vers le Moyen-Orient, vers la Syrie et la Palestine, surtout de ceux qui sont partis avec l'émir Abdelkader. Mais il se trouve donc qu'il fallait passer à une autre vitesse, à une autre forme de combat. Durant tout ce temps, les Algériens ont eu le temps de s'adapter et de se former en matière de combat politique. À partir de 1900, s'opère un changement radical. C'est le revirement de la révolution et du combat pour la libération du pays vers le combat politique, une nouvelle forme, qui a nécessité beaucoup de formation, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de charisme, mais le défi et le génie algérien ont répondu par un oui. À partir de 1900 commence donc la formation des partis politiques, avec d'ailleurs le mouvement du petit-fils de l'émir Abdelkader, l'émir Khaled. À partir de ce moment-là, donc, il y a eu la naissance de plein de partis, de plusieurs orientations. Alors, s'ils avaient tous ces partis qui ont évolué dans l'histoire et dans le temps, s'ils avaient tous à cœur la lutte pour le droit des Algériens et pour la libération du pays, chacun avait sa façon de voir le comment ou le chemin pour y parvenir. Donc là, on connaît pratiquement plein de formations politiques et puis un génie dans le déploiement de toutes les formes du combat politique, tracts, grèves, toute organisation de manifestations, rédaction d'articles, etc., etc., etc. Donc c'est une phase aussi de combat glorieuse. Mais il se trouve qu'en bout de ligne, il y avait deux événements qui sont venus pour confirmer aux Algériens que, encore là, le pouvoir colonial n'a pas l'air de comprendre aussi le langage politique et qu'il fallait passer à une autre vitesse. Quels sont ces deux événements? Le premier événement, c'est celui des manifestations de Guelma Harata Stif le 8 mai 1945, où le peuple algérien est sorti pour dire à la France, vous nous avez demandé de l'aide pour vous soutenir et vous aider à vous libérer durant la Deuxième Guerre mondiale du fascisme et du nazisme, et vous nous avez promis l'indépendance. Alors là, nous sommes ici, nous avons honoré notre
partie et on vous demande à vous d'honorer la vôtre. Ça veut dire nous accorder la libération du pays. Et c'est là où ils sont heurtés à des violences inégalables dans l'histoire. Ce qui est connu par les manifestations de Guelma Harata et Sétif qui restent encore gravées dans l'histoire pourrie du colonialisme. Le deuxième événement, pour encore prendre conscience qu'il n'y a rien à faire avec la colonisation que de passer à une autre vitesse. Alors, ce deuxième, c'est que le pouvoir colonial a ouvert la porte aux indigènes de pouvoir se représenter à l'Assemblée algérienne et de pouvoir élire ses représentants. Mais il se trouve une fois de plus que celle-ci a été configurée d'une façon institutionnellement discriminatoire en instituant deux collèges. Un collège pour les Français et un second collège pour les indigènes. Encore là, on vient de s'apercevoir une fois de plus qu'il n'y a rien à faire et que tous les slogans du pouvoir colonial, toutes ces apparences et toutes ces promesses ne sont que du mensonge et que du bluff. Et en 1954, il fallait passer à une autre vitesse, à une autre forme plus radicale, c'est celle de la révolution armée pour la libération et l'indépendance d'Algérie. Et le plus important, c'est que, à partir de 1954, bien entendu, d'une façon progressive, toutes les formations politiques, quelles qu'elles soient leurs divergences et leurs discours, se sont ralliées toutes autour de la révolution armée, avec une seule et unique voie, le combat armé pour la libération du pays, rien que l'indépendance d'une Algérie unie et intégrale. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme morale de cette histoire, de cette rétrospective, c'est que l'union fait la force. Grâce à cette union, grâce à ce rassemblement autour d'un seul même ordre, avec une seule voix, que l'Algérie a pu s'arracher son indépendance. Et que peut-on tirer comme enseignement des événements du 11 décembre 1960? Alors, après 6 ans du déclenchement de la révolution armée, nous sommes en 1960. La puissance coloniale allait jouer ses dernières cartes. D'abord, nous avons le plan incitatif de Constantine en 1958 pour apaiser la colère des Algériens en les saupoudrant avec éventuellement des programmes de logements sociaux. Vient encore le pari perdu sur la séparation du Sahara algérien du reste du pays, dont la dynamique allait se jouer entre 1957 et 1960. Le Sahara déjà avait, tout à fait au début de la colonisation, elle revêtait une importance ou un intérêt purement militaire. Avec la loi 1903, la puissance coloniale allait s'occuper de l'organisation spéciale et spécifique du Sahara pour surtout contrôler un vaste territoire dont la majeure partie de la population est mobile. Mais à partir de 1956, c'est un autre tournant dans l'histoire du Sahara, avec la découverte du pétrole. On passe à une autre vitesse, c'est carrément un autre plan pour la séparation, la récupération du Sahara et la séparation du Sahara du reste de l'Algérie, étant donné les richesses minières contenues dans ces sous-sols. Et également, le pouvoir colonial pariait sur
la politique de l'isolement d'Algérie par le minage de ses frontières, ce qui bloqua l'entrée des armes. Alors que l'aile politique de la révolution de libération nationale devait prendre le relais et intensifier son combat politique et diplomatique à l'échelle mondiale, ces leaders avaient besoin du soutien populaire pour répondre à De Gaulle, d'autant plus que la question algérienne était posée sur la table des débats de l'ONU durant cette période. Après les réponses ultimes du peuple algérien qui est sorti massivement dans pratiquement la plupart de toutes les grandes villes d'Algérie pour appuyer ces leaders politiques du FLN et du JPRA, alors se sont accélérées les négociations entre l'Algérie et la France en vue de la libération et l'indépendance du pays, et la réponse de l'ONU ne tarda pas à venir à travers la résolution 1573 du 19 décembre 1960 en faveur de l'indépendance de l'Algérie et du droit des Algériens à l'autodétermination, soit une semaine seulement après les manifestations du 11 décembre 1960, ce qui confirme le succès de ces manifestations et l'arrivée du message que le peuple algérien de soutien à ses leaders politiques et à sa révolution ont été entendus. Alors encore en résumé, que peut-on tirer comme enseignement et moral des événements du 11 décembre 1960? C'est que la détermination est l'unique voie pour la libération et l'indépendance des nations. Et que l'union, encore une fois, l'union fait la force. Et pour finir, répétons vive l'Algérie libre et indépendante, et gloire aux martyrs de la révolution algérienne et aux martyrs de toutes les révolutions de libération dans le monde, gloire à la résistance du peuple palestinien pour la liberté, la dignité et la souveraineté.